Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver cette semaine encore pour Ça roule l'émission. On va parler bioéthanol, on va vous faire peut-être réaliser des économies. Vous qui roulez peut-être à l'essence et puis pour tous les autres, eh bien vous découvrirez peut-être une technologie que vous ignorez. On ira aussi en seconde partie d'émission faire un tour à bord de la Dacia Spring, la nouvelle voiture électrique annoncée du côté de Renault et donc Dacia. Qu'est-ce qu'elle vaut cette Dacia Spring? Bon, on a compris aux alentours de 10 000 €. Mais qu'est-ce qu'elle vaut sur la route? Et question autonomie, on décortique tout ça pour vous. Bien entendu, dans le milieu, il y aura notre chronique juridique. Pas de journal cette semaine, Aurélie se repose, mais promis, la semaine prochaine, elle sera là. Je vous l'avais promis, je vous montre un petit peu cette petite Honda électrique. Alors, je vais allumer les tableaux de bord et la voici. Alors vous voyez à l'intérieur, pas de rétroviseur, ce sont des petites caméras à l'extérieur qui permettent de voir la route d'un côté comme de l'autre. Regardez un petit peu le tableau de bord et regardez surtout les écrans. C'est assez incroyable quand même, hein. Regardez, franchement, elle est pas mal cette petite voiture électrique. Allez, on montera à bord de la Dacia Spring tout de suite. C'est parti pour Ça roule. Et notre invité de la semaine, il a pris place à côté de moi. Il est monté aussi dans la petite Honda électrique pour se prêter au jeu. C'est Sébastien Lepolès. Bonjour Sébastien. Bonjour Pierre. Je suis ravi de vous avoir en voiture parce que alors là, s'il y a un sujet qui va faire parler dans les jours à venir, dans les semaines à venir et dans l'année à venir avant la présidentielle, ne vous y trompez pas, c'est bien le sujet des carburants. Alors, déjà un premier point, vous êtes le fondateur de FlexFuel. Alors tout le monde a bien compris que FlexFuel, on va parler de boîtier de conversion à l'éthanol cette semaine. Alors on va pas exclure tous ceux qui roulent au diesel, on va d'ailleurs en parler dès le départ. Vous suivez forcément, c'est votre métier, la courbe d'évolution des prix des carburants. Elle est assez inquiétante ces derniers temps. Elle est assez inquiétante effectivement, quand on voit le samplon 95 en 10 à 1,55 €, ça commence à faire un peu d'argent effectivement. Alors ça, c'est le constat pour celui qui roule à le 10, même constat pour le diesel, et puis ça va monter, hein, parce qu'on a un prix du baril qui est extrêmement bas, enfin, qui est très bas par rapport à ce qu'on a pu connaître il y a quelques années, mais ne vous y trompez pas, le prix du baril va monter. On risque de se retrouver avec les prix gilets jaunes. Avec les prix gilets jaunes, effectivement, Pierre, on atteint tout doucement le 100 € le plein. C'est quand même assez inquiétant. Dire quand on met 60 litres de 100 € un plein, ça fait quand même beaucoup d'argent. Donc on essaye d'apporter des solutions à nos clients en les faisant passer au super éthanol 85. Alors on en parle, super éthanol, boîtier de conversion. On voit de plus en plus de constructeurs, et ça vous avez beaucoup œuvré là-dessus, je sais, pour avoir des constructeurs qui proposent de l'éthanol déjà en première monte. On a vu beaucoup de marques. Il y a pas mal de marques, ouais, effectivement. Il y a Ford qui a été un peu précurseur, Volkswagen qui a lancé un modèle, et d'autres constructeurs qui viennent les uns après les autres. Aujourd'hui, on arrive à avoir une certaine gamme de produits qui permettent de s'adresser à tout le monde. On a les petites Ford qu'on peut trouver vraiment accessibles d'une manière beaucoup plus simple qu'un véhicule haut de gamme. Et on va jusqu'au haut de gamme avec Land Rover notamment qui propose des 4x4 FlexFuel. Donc il y a un vrai intérêt de pouvoir répondre à un carburant qui est le carburant du pouvoir d'achat. Alors je me rappelle, il y a encore quelques mois, quelques années, il y avait quelques voix qui s'élevaient en disant « Mais non, mais ça fait tomber les voitures en panne, vos injecteurs vont être foutus ». Le moteur va tomber en rade. Bon, force est de constater que les gens roulent et tout se passe bien. Et si les constructeurs eux-mêmes y passent, c'est bel et bien qu'il n'y a pas de danger. On va le rappeler aussi, dans le litre de samplon 95, il y a déjà de l'éthanol. Effectivement, dans le litre de samplon 95, et ça depuis des années, il y pas a donc 10, hein. 5% d'éthanol dans le 95. Et dans le super éthanol 95 E10, il y a donc 10% d'éthanol. Donc effectivement, il y a toujours eu de l'éthanol dans les moteurs. C'est quelque chose de régulier, ça a toujours été. Et donc c'est juste le pourcentage qui évolue un petit peu. Alors là, le boîtier de conversion, il va permettre de rouler au E85. Alors vous nous le présentez? Combien le plein? Combien au litre? Alors 69 centimes au litre, le prix imbattable pour un carburant Made in France. D'accord. Et on surconsomme un petit peu. Alors on a entre 15 et 25% de surconsommation en fonction vraiment de la conduite et puis du moteur. Mais ça reste très rentable, puisque même avec 25% de surconsommation, quand on fait 2 fois moins cher au niveau du prix. Oui, on reste sur un avantage d'en gros
35-40% à peu près par rapport au coût de revient normal. Un peu plus maintenant, on est plus 40-45% parce que vraiment, comme vous l'avez dit tout à l'heure Pierre, le prix du baril et le prix du litre sont très hauts en ce moment. Donc effectivement, on est plus à 45%. Donc voilà, à chaque kilomètre, vous économisez quasiment 50% sur chaque kilomètre que vous faites. Alors vous avez mis un petit indicateur très marrant sur votre site internet que j'aime beaucoup parce que vous avez proposé un nouveau site internet, on va en parler, qui vous permet de faire une évaluation de ce que vous allez pouvoir gagner, économiser si vous transposez votre voiture essence à l'éthanol. Comment s'appelle ce site? Alors c'est le site roulerpascher.com, un site où ça permet effectivement... Rouler EZ ou ER? Alors rouler EZ, pascher.com. Ce site est fait pour pouvoir faciliter la communication entre les garagistes et les automobilistes. Parce qu'on sait que le garagiste, son métier principal, c'est d'être un garagiste. Et donc il passe plus de temps dans les mains, dans un moteur, que derrière un téléphone. Donc on vient aider le garagiste à se mettre en relation avec le particulier et on met des outils pour le particulier permettant de calculer effectivement les économies qu'il peut faire en passant son véhicule au super éthanol 85. On peut imaginer combien sur l'automobiliste moyen, je sais qu'il n'existe pas, mais 15 000 km par an, il peut économiser combien à peu près à la louche? Alors à la louche, quelqu'un qui va faire 15 000 km par an va économiser entre 500 et 600 euros en fonction de la motorisation. Ça permet de partir en vacances quand on pourra partir en vacances. Effectivement, ou alors partir en vacances proches, parce que on peut découvrir également de temps en temps quand même des coins qu'on n'a pas vus dans notre département. Dans un rayon de 10 km. Ouais, c'est ce que j'ai fait il n'y a pas longtemps. J'ai réussi à trouver quelque chose d'intéressant. Partant en week-end. Partant en week-end. 5 km avec Sébastien Le Pollès. Au camping de Meaux. Alors, économie réalisée, bien sûr. Et puis derrière, on a envie de dire, c'est très bien votre petit système. Alors, c'est fiable. Il n'y a pas de problème mécanique. Ça, on en est persuadé. J'ai fêté mes 14 ans, Pierre. 14 ans chez Flexfuel. Il y a quelques plus. jours. 14 ans que je vends des boîtiers éthanol. 14 ans que je fais ce métier. Et si aujourd'hui on a les homologations, c'est effectivement que ça marche très très bien et qu'on en vend de plus en plus. Parce que c'est ça. En fait, l'État, derrière l'État, c'est des instituts qui travaillent, qui homologuent le matériel. Eh bien, on vient d'homologuer un nouveau boîtier. C'est la possibilité de faire basculer à l'éthanol les voitures de 14 chevaux et plus. Tout à fait. On a eu une période pendant 2 ans, entre 2018 et 2020, où le gouvernement a regardé comment on travaillait, qu'est-ce qui s'est passé sur les premières homologations, comment ça s'est passé, avec donc beaucoup d'informations qu'on a pu transmettre au gouvernement, avec des questionnaires de satisfaction. Force est de constater que ça s'est plutôt très bien passé, puisque nos clients sont à 98% satisfaits de la prestation du bioéthanol et de passer au bioéthanol, parce que ça fait d'énormes économies. Donc le gouvernement a dit, bon bah ok, les clients que vous avez installés sont contents, donc maintenant on va aller plus loin. On va faire les véhicules de plus de 14 chevaux pour également permettre à ces clients-là de pouvoir installer le super éthanol, de donc baisser la pollution et donc de faire également des économies. Ça peut faire peur de basculer de technologie de carburant. Vous dites il n'y a pas de problème? Sans forcément parler de Ford Mustang, regardez-moi Pierre, j'ai un 4x4, un Volvo, parce que j'ai besoin d'un 7 places. Voilà, j'ai 3 enfants, les copains de mes enfants, donc j'ai besoin d'un 7 places. Donc j'ai un 4x4, et ben il fait 15 chevaux. Il fait 15 chevaux, donc je l'ai passé à l'éthanol, il va être homologué. Et effectivement, sans parler de véhicules de luxe, sans parler de véhicules très sportifs, vous pouvez avoir des 4x4 juste quand vous avez besoin d'avoir vous avez une famille nombreuse et donc vous passez au super éthanol. Donc ça permet de faire des économies à tout le monde. Concernant la Ford Mustang, on travaille effectivement sur des voitures de sport, on travaille sur tout type de véhicules. On a même installé certains Mercedes coupés, voilà, on a fait beaucoup de véhicules divers et variés, de luxe ou de sport, sans aucun problème. Pas de problème, on peut rassurer celui qui nous écoute aussi. Lui aussi, il a le droit de faire des économies de carburant. Lui aussi a le droit de faire des économies de carburant, de rouler avec un carburant français et effectivement de baisser sa pollution. D'accord. Bon, alors ça, c'est plutôt le côté extrêmement positif. La réticence, c'est les stations-service. Alors, est-ce qu'on a des stations-service en réseau suffisant pour aller faire son plein de carburant, ou est-ce que c'est la croix à la bannière, de la même manière que parfois pour un véhicule électrique, vous n'avez pas de borne et vous vous trimballez avec votre rallonge? Pour faire simple, Pierre, on a dépassé les 10% de stations-service. Donc c'est beaucoup plus simple de passer au super éthanol 85 que de tirer une rallonge derrière soi pour pouvoir faire le plein. Ça, on est d'accord. Au moment où je dis ça, il y a des magnifiques bornes électriques juste à côté de moi. Elles sont très très belles. Des fois, je suis de mauvaise foi. En même temps, on est à Paris Centre-Ville, il serait dommage de ne pas avoir de borne électrique. Mais effectivement, il y a des stations, on a dépassé les 10%, on est à plus de 1500 stations aujourd'hui en France. Okay. Donc quand on fait un rapport nombre de départements stations, ça fait plus de 150 stations par département. Donc je pense qu'on a quand même un certain réseau
l'eau et de quoi faire le plein. La grande distribution s'y met aussi. Hein. Je vais pas citer de marque, mais j'ai vu quand même pas mal de marques de grande distribution qui basculaient aussi sur l'éthanol E85. C'est peut-être la preuve qu'ils ont flairé quelque chose. La grande distribution, en principe, ils se trompent rarement. Hein. La grande distribution se trompe rarement, mais il y a un point quand même que je tenais à souligner, Pierre, c'est que aujourd'hui, je le rappelle, vous pouvez rouler au super éthanol E85 à 100% dans votre véhicule, mais si par mégarde vous ne trouvez pas de samplon de E85, vous pouvez remettre du samplon 95 de 10. Il n'y a pas de problème, les deux carburants sont miscibles. D'accord, on peut mettre on n'a pas trouvé de borne, qu'est-ce que je dis, on n'a pas trouvé de station. Il n'y a que du samplon 95, pouf, on peut en mettre, il n'y a pas de problème. Voilà, vous regardez sur l'application Mes stations éthanol, Mes stations E85. Vous avez une application qui permet de trouver la station la plus proche. Et si jamais il vous manque 5 litres ou 10 litres pour pouvoir aller jusqu'à la station éthanol, vous remettez un peu de samplon. Les deux carburants sont miscibles, le boîtier est automatique et va gérer tout seul. Croyez-moi que vous referez uniquement le manque d'essence dont vous avez besoin, parce que c'est une certitude. Vous n'irez pas mettre du 1,60 € quand vous avez la même chose à 70 centimes. Croyez-moi, vous allez juste mettre 5-10 litres et après vous ferez le plein ailleurs. Et ça, c'est quand même quelque chose d'extrêmement pertinent. Alors je voudrais revenir sur ces boîtiers, parce que là je me mets à la place de ceux qui nous écoutent, ceux qui nous regardent, et qui vont peut-être aller chercher sur internet des petits boîtiers pas chers en se disant chouette, moi je vais convertir à l'éthanol. Allez, il y a un mot pour ça, c'est une connerie, hein. Ça s'appelle une connerie pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui, s'il y a des homologations, si des professionnels de l'automobile passent des tests à l'UTAC, donc l'UTAC étant le laboratoire permettant d'homologuer les boîtiers, mais également les véhicules, si on fait des tests, si on fait toutes ces démarches, c'est qu'il y a une raison, c'est que on doit valider le bon fonctionnement sur les moteurs, permettant derrière de mettre des garanties en place et d'apporter une satisfaction à nos clients. Donc effectivement, vous pouvez trouver comme tout des faux ou des copies, ce genre de choses, mais ça ne restera vides aussi, voilà, des boîtiers vides avec rien dedans. Donc effectivement, vous avez c'est faire une bêtise, parce que un véhicule, ça reste un investissement. Ça reste quelque chose de très important dans le cercle familial, et abîmer sa voiture, c'est se retrouver à pied demain. Donc, allez, on prend 2-3 cas concrets. J'ai une voiture, elle a déjà 150 000 km et roule à l'essence. Est-ce que ça vaut le coup de la passer éthanol ? À partir du moment où vous avez prévu... Est-ce que c'est risqué ? Non, c'est pas risqué, parce qu'à partir du moment où vous avez prévu en fait de garder votre véhicule plus de 150 000 km, dès que vous allez passer les 14 000 km ou 15 000 km, vous avez rentabilisé votre boîtier. Donc, installer un boîtier FlexFuel, ça se fait sur tout type de véhicule. J'ai une voiture neuve, je veux la basculer éthanol, elle n'est pas en première monte. Est-ce que je perds mes garanties constructeurs ? À partir du moment où vous avez installé un boîtier super éthanol E85 homologué, vous ne perdez aucune garantie. Toutes les pièces qui sont touchées par l'éthanol sont en plus garanties par notre société. C'est-à-dire, si jamais il y a le moindre problème, tout est pris en charge et toutes les garanties, le gouvernement nous a demandé de mettre toutes les garanties en face pour pouvoir avoir une certaine cohérence de l'installation au niveau du super éthanol E85. Bon, je vais réussir à vous coincer, c'est pas possible. Pour l'instant, les prix sont bas. Et si demain l'État monte à 1,50 € le litre ? Pour quelle raison ? Parce que donnez-moi une raison. Augmenter les taxes. Il n'y a pas de raison qu'ils augmentent les taxes. Aujourd'hui, on est sur un certain seuil où on doit avoir des émissions de CO2. Donc le super éthanol permet de baisser ses émissions de CO2. Et c'est grâce à ces émissions de CO2 qu'on permet d'avoir des taxes qui sont beaucoup moins chères sur ce type de carburant. Parce que le bilan carbone de l'éthanol est meilleur que celui de l'essence. Entre 60 et 70% en moins, Pierre. Et c'est pour ces raisons qu'il y a ce bonus avantage fiscal. Sans parler des particules. 90% de particules en moins. Et tout ça pour un carburant français. Il commence à m'embêter. J'ai l'impression que dans une pub, un jour je l'aurai. Carte grise, facile de faire homologuer. Il n'y a pas de problème pour établir sa carte grise quand on a une voiture qui bascule à l'éthanol. On a mis tout en place sur nos sites web. Donc on a un système pour les professionnels. Donc les professionnels ont accès à un formulaire qui permet de tout faire en ligne. Donc en quelques clics, ils rentrent la plaque d'immatriculation du véhicule qui a été transformé et on lui imprime toutes les attestations. Donc tout est automatisé. C'est pas plus cher. C'est pas plus cher. Vous allez même avoir une carte grise qui est gratuite si par exemple, on va prendre un exemple concret. Vous achetez une Clio d'occasion en Seine-et-Marne. Avant d'immatriculer votre véhicule, vous allez mettre votre boîtier, vous allez avoir les attestations et vous aurez votre carte grise gratuite.
Bon, qu'est-ce que je fais? Je descends de la voiture, je vous laisse parce que vous on va avoir un problème, quoi. Non, mais vous voyez, franchement, sur l'éthanol, il n'y a pas de risque. C'est un jeu sans risque, c'est un placement sans risque en fait. C'est jouer pour gagner. C'est la garantie, si on est à l'essence aujourd'hui, de pouvoir derrière faire des économies de carburant. Effectivement, et pour pouvoir amener et apporter à nos clients la possibilité de faire des économies directement, donc sur le site roulerpascher.com, on a mis un système où le client peut payer en 20 fois. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça? En fait, au premier litre, au premier plein, le client fait immédiatement des économies. Des économies. Ah ben ça y est, je vais le coincer. Ça coûte combien? À partir de 700 € sur un véhicule classique, donc on va dire sur un 4 jars 0,9 cm3, 700 € TTC posé, homologation, tout compris. Donc 700 €, on peut le payer en 20 fois, 35 € par mois, ouais. C'est à peu près ça. Fatalement, on va forcément faire des économies et en un an, c'est rentabilisé. Au premier plein, vous faites des économies puisque vous économisez vos 35 € directement. Bon, bah là pour le coup, j'ai envie de dire merci Sébastien Lepolès. Toutes les infos Pierre. Sur le site E85 pour trouver tous les E85.fr où vous trouverez toutes les entreprises françaises qui proposent des boîtiers homologués, puis toutes les informations de Sébastien Lepolès. Les boîtiers Flex Fuel, F-L-E-X, Fuel, F-U-E-L. Vous pourrez trouver ça assez rapidement sur Internet. Attention à toutes les contrefaçons. C'est vraiment les conseils à vous donner. À toutes les contrefaçons qui peuvent exister dans le milieu. Il faut prendre un boîtier homologué. Et puis moi, j'ai 2 questions pour vous. Et ça y est, je vais vous coincer. C'était quoi votre première voiture, Sébastien Lepolès? Ma première voiture, c'était une R5. D'accord, vous ne l'avez jamais converti à l'éthanol celle-là, hein? Impossible, carburateur, et puis je suis beaucoup trop vieux pour ça, ça n'avait pas encore d'éthanol. Je croyais que vous aviez 14 ans. Ah, j'aimerais beaucoup. Ouais. Et votre plus joli souvenir en voiture? Mon plus joli souvenir en voiture, ça vous me piégez là-dessus, Pierre. Là, c'est une bonne question, j'y ai jamais pensé. Mon plus beau souvenir en voiture, je pense que ça doit être mon mariage. Mariage en voiture? Mariage, d'aller avec à l'église, avec la voiture, louer et tout, c'était un très très beau souvenir. C'était pas la R5 du coup? Non, c'était pas la R5. C'était un peu plus sympa? Un peu plus sympa, ouais, c'était une 300C. Ah oui, effectivement, c'est quand même beaucoup plus sympa. Même si la R5, aujourd'hui, elle permet, pour les plus de 30 ans, de pouvoir éventuellement basculer pour certaines en véhicules de collection et donc de pouvoir circuler dans les zones à faible émission. Mais ça, c'est une autre histoire. Merci Sébastien d'avoir été avec nous. À très bientôt Pierre, merci à vous. Allez, et tout de suite, la suite. Et pour notre conseil juridique cette semaine, j'accueille Ingrid Attal, avocat de droit routier, vice-présidente de l'association 40 millions d'automobilistes. On n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Bonjour Ingrid. Bonjour Pierre. Bon, alors cette semaine, je me suis dit qu'on avait tous un téléphone portable, quasiment. On a tous un ordinateur, on a tous une connexion Internet. Bientôt la 5G, n'en déplaise, hein, on aura bientôt ça qui arrive. Bref. Comment le permis de conduire évolue avec les nouvelles technologies? Est-ce qu'il y a des évolutions aujourd'hui en termes de nouvelles technologies? Qu'est-ce qui a changé? Toutes les démarches sont quasiment toutes possibles en ligne aujourd'hui. C'est-à-dire que ce soit la consultation du solde de points, alors pas dans le détail, mais au moins la consultation de son solde de points, toutes les démarches relatives à l'obtention de sa carte grise, changement de la carte grise, obtention du permis de conduire, d'un nouveau permis de conduire à la suite d'une annulation, à la suite d'une suspension, toutes les démarches, alors avec les avantages et les inconvénients que ça comporte, parce qu'on sait que beaucoup d'automobilistes rencontrent des difficultés, notamment avec le site de la NTS. Maintenant, la NTS, c'est l'organisme qui centralise un peu centralise en fait toutes les démarches pour faire les changements de carte grise, obtention de la carte grise, obtention d'un permis de conduire après une suspension, lorsque vous perdez ou vous faites voler votre permis pour obtenir un nouveau titre de conduite. Tout ça est centralisé. Même maintenant, les échanges de permis de conduire se passent, les demandes d'échange, par exemple, j'ai un permis portugais, je veux le faire changer en permis français, se passent via cette plateforme. Donc il y a énormément de choses qui se passent via cette plateforme. Alors j'ai entendu un truc déjà, c'était consultation des points. C'est vrai qu'on va être très honnête, on ne sait pas tous, tiens, c'est une question que je vous pose. Est-ce que vous savez, répondez-nous dans les commentaires de l'émission, est-ce que vous savez précisément combien vous avez de points sur votre permis de conduire? Ben moi je vais être très honnête, je sais que c'est 11 ou 12, mais précisément je ne sais pas. Le meilleur moyen de le savoir, c'est d'avoir ces codes d'accès au site Télépoint. Ça, c'est pareil. Vous pouvez les demander via la plateforme de la NTS ou vous pouvez les demander en sollicitant un relevé d'information intégrale auprès de la préfecture et vous aurez vos codes d'accès au site Télépoint. Ça, faut envoyer un courrier ou un mail? Il faut envoyer un courrier à la préfecture avec copie recto verso du permis, copie de recto verso de la pièce d'identité, l'enveloppe préaffranchie en recommandé. Et on vous envoie ça par courrier recommandé. Et dans le relevé d'information intégrale, vous aurez vos codes d'accès à Télépoint. Et après, vous vous connectez sur le site de Télépoint.
et vous aurez votre solde de points. Vous n'avez pas le détail, mais vous avez au moins, j'ai 10 sur 12, 6 sur 8, en fonction de la situation dans laquelle vous êtes. Donc est-ce qu'on voit quand est-ce qu'on les récupère? Parce que c'est souvent ça le truc. Hein. Non, on voit pas. Non, ça on le voit dans le relevé d'information intégrale. Quand on sait lire un relevé d'information intégrale, c'est pas toujours le cas. Mais au moins, on peut voir au moins son solde de points et ça permet justement de mieux gérer son capital points. Donc ça, c'est une démarche en ligne qui est quand même assez intéressante. Et puis vous avez toutes sortes d'autres démarches, et notamment ce que je trouve quand même formidable, c'est la contestation en ligne des avis de contravention. On peut contester directement par Internet. Aujourd'hui, sur le site de l'Entaille, vous pouvez contester tous vos PV. On n'a plus besoin de joindre les originaux des PV, plus besoin de joindre de faire un courrier recommandé, donc ça engendre pas de frais. Mais pour moi, contester, je trouve ça formidable. Alors c'est top, mais pour contester, je crois qu'il fallait consigner une somme d'argent. Oui, ça dépend le cas de figure dans lequel vous êtes. On peut quand même s'il y a consignation, il y a cette possibilité donnée en ligne. Vous faites votre consignation sur le site amende.gouv.fr et après vous faites votre contestation. Si on est dans le cadre d'une infraction constatée par le contrôle automatisé, vous faites votre contestation sur le site de l'Entaille. On vous demande le numéro de l'avis de contravention, l'immatriculation de votre véhicule. Vous rentrez toutes les informations et après vous faites votre contestation en ligne. De la même manière que vous pouvez faire vos désignations lorsque vous êtes par exemple contraint, vous êtes une entreprise et vous êtes contraint de désigner les auteurs d'une infraction dans le cadre de l'article L121.6 du Code de la route, c'est pareil, tout ça, ça peut se faire en ligne. Donc ça rend les choses quand même assez faciles. Après, vous avez un accusé-réception avec toute votre contestation. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça évite quand même une sacrée paperasse. Et moi, je trouve que c'est un outil qui, quand il ne bug pas, est très utile. Quand il ne bug pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on de a temps eu des en temps, difficultés? oui, de temps en temps, ça saute. Et puis, j'ai pu remarquer aussi en pratique, c'est qu'il est arrivé qu'il y ait des gens qui fassent des contestations par l'Entaille et qui soit n'ont pas été traités, alors notamment pendant la période du confinement où ça a été quand même extrêmement compliqué, et puis des gens reçoivent après des amendes forfaitaires majorées. Mais après, on peut arriver par des courriers à rectifier le tir, mais dans l'ensemble, c'est quand même un outil qui est quand même intéressant aujourd'hui. D'accord, ça veut dire que c'est simple à utiliser, je pense à tous ceux qui nous écoutent et qui ont un peu des problèmes un peu avec tout ce qui est paperasse, site internet, c'est pas toujours franchement, ultra évident. Franchement, c'est simple, Pierre, parce que vous devez, votre avis de contravention, vous pouvez même le prendre en photo, vous le mettez en pièce jointe. Par exemple, si vous devez faire une consignation, vous avez la possibilité de mettre en pièce jointe votre consignation. C'est assez fluide en fait, vous avez plusieurs cases, soit vous êtes dans le cas 3 comme avant, quand vous cochiez la case numéro 3, pour contester le bien fondé de l'infraction, soit vous êtes dans une désignation, après vous avez plusieurs onglets. Non, franchement, je trouve que c'est un site qui est plutôt bien fait et qui aujourd'hui évite quand même à chaque fois d'aller, lorsqu'on fait régulièrement des contestations, d'aller à la poste avec les frais de recommandé que ça engendre, etc. à chaque fois. Donc moi, je trouve que c'est vraiment un outil intéressant. Et dernière question, vous en tant qu'avocat, vous utilisez ce service aussi. Quel conseil on peut donner aussi à un usager aujourd'hui qui veut savoir où il en est, qui découvre peut-être une mauvaise nouvelle, etc. Vous avez accès à ça? Ou alors c'est avant de vous voir, un client doit déjà faire cette démarche préalable? Après, nous en tant qu'avocats, on peut faire la démarche pour eux et leur obtenir le relevé d'information intégrale. On a le droit de le demander en tant que conseil de personne. Maintenant, c'est vrai que comme c'est toujours la question qu'on pose au préalable, soit les gens se le procurent par eux-mêmes et puis ils nous recontactent après une fois qu'ils ont les éléments, soit on le fait pour eux. Mais en tout cas, de toute façon, quand on vient voir un avocat en gestion de permis de conduire, c'est vrai qu'on ne peut pas mettre en place de stratégie si on n'a pas un état clair du permis de conduire et du capital points à l'instant T pour monter une stratégie, surtout si vous avez quelqu'un qui vient vous voir avec par exemple une verbalisation en cascade qui entraîne un certain nombre de pertes de points. Et ben voilà, Ingrid, je vous dépose, vous êtes garés. À bientôt dans Ça roule, et pour nous tout de suite la suite de l'émission. Eh bien, j'accueille Yannick Baya. Voilà un visage que vous connaissez relativement peu. Et pourtant, il teste énormément de voitures avant que nous, on puisse aller les acheter. Bonjour Yannick. Bonjour Pierre. Alors Yannick, eh bien vous avez testé une voiture qui va arriver bientôt là, à la vente sur le marché, qui fait pas mal parler d'elle. C'est la Dacia Spring, cette voiture électrique. Présentez-la nous un petit peu. Bon, en gros, c'est quoi cette Dacia? C'est la Renault KZ2 qui est vendue en Chine. C'est un petit crossover avec la particularité d'avoir une petite batterie de 27 kW comparativement à une Zoé qui est à 52. Ouais.
Mais c'est tout là l'avantage de cette petite auto en fait. Alors 27 kW, là on attaque direct dans le dur. Pour préciser à ceux qui nous écoutent, une Tesla c'est combien à peu près? Tu es plutôt autour de 80, 85. Voilà, et là on est vraiment sur la plus petite des batteries commercialisées dans un véhicule électrique. Exactement, mais c'est ingénieux quelque part. Parce qu'en fait, en ayant une petite batterie, tu as peu de masse embarquée. Ouais. Et c'est tout l'intérêt de cette petite voiture, qui n'est pas aussi petite que ça, puisqu'il y a quand même un coffre de 620 litres. C'est une auto qui est bien campée sur ses roues, elle a une belle garde au sol. Et globalement, c'est une auto avec laquelle, qui est en dessous la barre des 1000 kg. Donc ça, moins de 1000 kg. Moins de 1000 kg, elle est à 970 kg. Là, et ça fait... C'est une prouesse parce que pour un véhicule électrique, on sait que la batterie, elle pèse j'allais dire, elle pèse une tonne. Mais bien sûr. Là, une Zoé, comparativement, est à 1500 kg. Donc à partir du moment où tu réduis la masse de la voiture, tu augmentes son autonomie. Et moi, pour avoir fait beaucoup d'essais récemment avec cette auto, c'est vrai que je la sollicitais très fortement. Donc beaucoup de pleine charge. Ouais. Et je faisais aisément 120 km, pleine charge. 120 km, mais à qui ça peut correspondre une autonomie aussi courte? C'est trop petit, Yannick, 120 km. Alors, je suis d'accord avec toi. Pour ton utilisation à toi, moi je connais énormément de gens qui roulent 50, 60 km par jour. J'habite un petit village de 400 personnes, 400 habitants, beaucoup d'hôtesses de l'air. Ouais. Elles partent du village, elles vont à l'aéroport Charles de Gaulle et puis elles rentrent le soir. Ça convient parfaitement. Donc là encore, ça convient à une petite frange de la population à l'instant T. Mais ces 120 km, c'est 120 km pleine charge. Si tu roules comme un citoyen classique... On va faire 200. Tu vas faire 200 km. Pour une certaine tranche ou frange de la population, ça le fait. Oui, sauf qu'on est quand même sur un véhicule qui ne peut pas être, il faut être honnête, il ne peut pas être le premier véhicule du foyer par contre. Non, mais bien sûr que non. Là aujourd'hui, alors bien sûr que non. Tout dépend du foyer auquel tu t'adresses. Moi, les hôtesses de l'air, elles sont célibataires, elles vivent en couple. C'est leur seule et unique voiture. Bon, maintenant, c'est pas la majorité, tu vas me dire. Mais là encore, je pense qu'il faut prendre de la hauteur par rapport à ce qui se passe. On est vraiment dans une période de fracture technologique. Je parle pas d'écologie, c'est une fracture technologique. Partant de là, la techno va évoluer. Il ne faut pas imaginer que les voitures ne feront que 120 km toute leur vie. C'est pas vrai. On peut imaginer une autonomie un peu supérieure. Parce que là, on va prendre la petite Honda électrique. Alors, objectivement, je pense qu'on n'est pas dans la même catégorie du tout que la Dacia Spring. Ouais. Ici, alors, vous ne voyez pas, mais je vais vous montrer. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. On a des petits rétroviseurs intérieurs. Ce sont directement des petites caméras LED. Là, on est vraiment sur un segment supérieur. Ouais, on est vraiment dans le haut de gamme. Bien sûr. Mais cette Dacia Spring, elle est comment quand on monte à l'intérieur? Non, mais elle est extra. Elle a de l'ADN Dacia. Pourquoi? Parce qu'elle est simple. Il y a toutes les fonctions qu'on attend d'une voiture. Elle est basique. Elle est vendue autour de 10 euros, 10 000 euros, 12 000 euros avec la déduction des aides. Mais la prouesse, elle est là. Aujourd'hui, une voiture à 10 000 euros, on ne parle pas d'une Zoé à 33 000. On parle d'une petite auto qui a des vraies qualités dynamiques, en confort, en comportement routier, en habitabilité, en volume. En fait, Dacia, là, ils restent sur leur stratégie du low cost. Bien sûr. Mais alors, en termes d'équipement, ça donne quoi dedans? J'ai envie de dire, ça recommence, il faut encore tourner. Non, il y a bien sûr il y a tout. Non, il y a des vitres électriques. C'est une auto qui remplit complètement la fonction. Regarde ce que Renault a fait à l'époque avec le Duster. Moi, je pense que le concept, il est très intéressant. Il est unique à l'instant T. Il est dans un créneau de prix là qui commence à être très convenable pour une deuxième voiture, voire une troisième voiture. Je pense qu'ils sont audacieux et là encore ils vont marquer des points, j'en suis sûr, parce que la voiture, encore une fois, sous la barre des 1000 kg, elle a une efficience qui est très sympathique. On parle comportement routier un petit peu. Bien sûr. Dacia Spring, comment elle se comporte? Tu l'as testé sur route, sur circuit? Tu l'as testé comment? Je l'ai testé partout, sur route, sur bonne route, sur mauvaise route, sur autoroute, par période des journées avec beaucoup de vent latéral. Alors,
tu as lu moi je te tutoie, hein, Pierre, parce qu'on se connaît hein, maintenant. Bah, évidemment. Tu as lu tous les essais de la presse. C'est un peu moi ce que j'avais identifié. C'est que la voiture, elle est campée sur des pneus chinois, des pneus Linglang. Ça, c'est pas la bonne idée, ça. Pour moi, c'est pas la bonne idée, ou tout au moins, c'est peut-être la bonne idée en matière de coût. En prestation, c'est pas du tout du niveau attendu par les Européens. On a un standard beaucoup plus élevé. Ouais. Mais par contre, ils sont probablement très peu chers. Donc là encore, il y a un compromis à trouver. Si tu enlèves cette problématique du pneu qui génère du bruit, un peu d'inconfort, et puis, comme l'ont dit tous les journalistes et qu'ils l'ont bien vu, une sensibilité au vent latéral, une tenue de cap un peu aléatoire, en matière de sécurité, c'est-à-dire quand on sollicite beaucoup plus fortement la voiture en virage, au freinage, elle a de réelles capacités, elle est sécuritaire. Elle peut être, dans certains cas, un petit peu anxiogène sur un profil de route type autoroute et grande ligne droite avec du vent latéral. Ouais. Mais je dirais que c'est pas... De toute façon, elle n'est pas faite pour. On va être très honnête. La voiture électrique, c'est pas vraiment une voiture d'autoroute pour l'instant. Non, mais là encore, je suis pas tout à fait d'accord avec ce que certaines personnes écrivent. Moi, je roulais entre Mantes-la-Jolie et puis Poissy. Donc là, on est en région parisienne. Région parisienne. Pour ceux qui nous... Il y a quoi? Il y a 30 bornes entre les deux? 35, 40 bornes, tout dépend du parcours que je faisais. Bon, la voiture, elle les accepte sans aucun problème. Alors, effectivement, elle n'a pas la même efficience et la même reprise qu'une Zoé avec sa batterie de 52 kWh, mais elle a quand même suffisamment d'efficience pour t'insérer dans le trafic sans aucun problème, pour doubler, si besoin est, sur l'autoroute. C'est ce qui fait la force du véhicule électrique. On va pas le faire, mais là, évidemment, alors sur celle-ci, on a un petit mode sport, on part... Non, mais et là, tout de suite on décolle. Tu mets le pied, on va dire, sur le point fort de la voiture électrique. C'est son couple. Alors, les gens parlent souvent de puissance, non, mais on parle de couple, de capacité à la voiture à prendre sa vitesse. C'est le couple. Et je pense qu'il faut aussi se remémorer un petit peu par le passé ce qui s'est passé, ce qu'on a pu vivre. Dans les années 80, rappelle-toi, moi, c'est des périodes que j'ai vécues fortement parce que je démarrais dans le milieu automobile et les essais d'automobile. Ouais. Et j'ai eu l'occasion d'essayer une R18 turbo diesel. Ouais. Pour moi, le diesel, c'était le moteur Indénor Peugeot qui claquait, qui faisait du bruit, qui était lourd, avec un carter moteur en fonte. Ouais. C'était des chars d'assaut, c'était des camions, c'était des tracteurs. Et puis, quand j'ai essayé cette R18 turbo diesel, ou diesel turbo, j'étais très impressionné par le couple instantané. Et mes grands-parents qui roulaient en Ford Break avec une caravane et qui sillonnaient à la retraite toute la France, un jour je dis à mon grand-père, écoute, il faudrait que tu essayes quand même une 18 turbo diesel. Il me dit, non mais attends Yannick, non, moi tu me feras jamais rouler dans un mazout, c'est pas possible. Ça pue, ça fume, ça claque, non, hors de question. Mais c'était ça un peu quand même, il faut dire ce qu'il y a, les premiers diesels c'est un peu ça. Mais oui, ça prenait pas de régime, ça prenait 4000 tours grand maxi. Et puis c'était désagréable, le gasoil sentait mauvais, la voiture claquait à froid, mais c'était l'horreur. Et ça prenait pas de régime. Donc vraiment ça n'avait pas de succès. Quand sont arrivés les moteurs diesel turbo, les alliages d'aluminium beaucoup plus sophistiqués, on a pu faire prendre du régime au moteur, on a pu alléger les moteurs avec des carters non plus en fonte mais en alliage d'aluminium. Et là ça a changé la donne. Et moi j'ai fait le test avec mon grand-père. J'avais accroché la caravane sur une R18 turbo sur laquelle il y avait un attelage. J'ai passé la première et j'ai lâché l'accélérateur et sur le régime de ralenti, la voiture tirait la caravane. Je suis descendu de la voiture et je marchais à côté. C'était rigolo. Mon grand-père, il n'en revenait pas. Puis quand j'ai accroché sa Ford Taunus et que j'ai fait le même test, là, la voiture, à peine j'avais lâché l'embrayage, boum, au régime de ralenti, elle cale. Et là, je lui ai dit, voilà, tu fais la différence entre un moteur qui a 20% de rendement et un moteur qui en a 40%. Le diesel, à l'époque, il était accusé de tous les maux. Mais regarde ce qui s'est passé en 30 ans. Ça a occupé 70% du parc automobile français, si ce n'est pas plus. Donc, là encore, l'électrique, ça apporte du couple. C'est vrai qu'à la conduite, c'est quand même une perception assez géniale. Moi, c'est la première chose que tu m'as dit, Pierre, oui. Quand tu as démarré. Il me dit, tu m'as dit, oh là là, c'est génial. C'est un jouet. Ben voilà, c'est un jouet. Et c'est ça. Et il faut vraiment se mettre dans la peau de l'utilisateur où les caractéristiques majeures du moteur électrique, c'est le couple instantané qu'il fournit. Est-ce qu'on va trouver ça sur tous les modèles électriques? Bon là, tu as vu, je ne l'ai pas fait à fond, évidemment. Bien sûr, on est en ville, on fait attention, je l'ai fait à 20 km/h. Mais
Est-ce que c'est la même sensation chez toutes les voitures Mais électriques? bien sûr, tout dépend de la pression que tu exerces sur l'accélérateur. Mais moi, j'interroge beaucoup les utilisateurs de Tesla. Je t'assure, ce sont tous des gens qui ont roulé dans des Mercedes, des BMW, des Audi. Ils ne reviennent pas en arrière. Quand tu leur demandes pourquoi, ils te disent, écoutez, la charge mentale, j'ai plus de boutons, j'ai un tableau de bord beaucoup plus simple, j'ai un espace aux jambes, j'ai plus de console centrale. Un client avec une Panamera me disait, je la roule une fois de temps en temps, ma Panamera, mais quand je regarde tous les boutons que j'ai sur la console, c'est l'horreur. Mais tu as conscience que là, le puriste, tu veux lui faire se dresser les cheveux je sur la sais. tête. En plus, tu es un puriste. Non mais je sais, oui, non mais t'as raison. Donc je suis un pro thermique, j'adore les odeurs d'essence, j'adore les bruits à l'échappement, les flammes. Oui, j'adore les 6 cylindres, les 12. Et j'en ai suffisamment conduit pour les connaître et puis les apprécier. Mais tu aimes l'hydrogène. Mais j'aime toutes les nouvelles Et technologies. tu aimes l'électrique. J'aime pas vivre à contre-temps. Ma grand-mère me disait toujours, vis avec ton temps. Adapte-toi, fais preuve d'adaptation. Et je crois qu'aujourd'hui, on n'a pas envie de changer nos habitudes. Malheureusement, tu sais, la voiture électrique, c'est quasiment... Clairement, c'est pas pour nous à l'instant T, c'est pour nos enfants. Mais tu sais ce qui la rend impopulaire, la voiture électrique, moi je vais te dire. Ouais. Ce qui la rend impopulaire, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on met des taxes phénoménales contre tous les autres modèles et qu'on donne l'impression aux Français qu'ils Il n'y sont a plus obligés que- d'y aller. Alors ça, On c'est tord vrai. le bras. Non, je suis complètement d'accord. Ça, c'est assez insupportable de dire qu'il y a l'électrique et le reste, non. Moi, j'y crois pas. Je crois que vraiment qu'il y aura un faisceau d'énergie, que ce soit du gaz naturel, que ce soit de l'hydrogène, que ce soit du carburant de synthèse, Éthanol. de l'éthanol. Je pense qu'il y aura un bouquet d'énergie potentielle. Et ça permettra de remplir le besoin majeur. Maintenant, de dire qu'aujourd'hui, on fera que de l'électrique, on ne peut pas dire que ce ne sera pas vrai. Parce que dans 20 ans, les technos auront évolué. Tu sais, enfin, moi, je vois ce qui se passe chez les constructeurs. Les technos, comment elles évoluent, à la vitesse à laquelle elles évoluent. Ouais. Mais regarde, il faut regarder d'autres secteurs. Regarde le secteur de l'outillage domestique. Non mais tous les outillages aujourd'hui sont dotés de batteries lithium-ion, C'est vrai. mais tu peux plus te brancher, tu trouves ça ringard. Mais aujourd'hui, je pense que elle a encore des vrais défauts. Moi, je trouve que la voiture électrique, son vrai défaut, c'est surtout si on considère que c'est une voiture urbaine, c'est que en ville, tu peux pas te plugger où tu veux, ça reste encore Mais la croix et la C'est bannière. ça en fait l'hérésie, c'est qu'on Mais- pousse tellement, on oblige tellement à l'électrique que finalement certains automobilistes l'achètent, mais les bornes ne sont pas disponibles. Exact. Et puis des bornes ici, c'est des bornes de recharge à 3 kW à peu près, ce qui fait que de toute façon 3 kWh pour recharger une batterie, je vous laisse faire le calcul, Oui, tant- vous en avez pour une dizaine d'heures. Donc quand on est plugué et qu'on a trouvé une place, ça sert à rien d'attendre à côté. Exactement. Non, mais ça, c'est toute la bêtise qui montre que on a lancé un produit sans véritablement se mettre à la place du consommateur. Là encore, on peut dire ce que l'on veut. On se met dans la peau d'Elon Musk. Ouais. Il a pris la problématique de A à Z. Il connaît l'utilisation que veut faire l'utilisateur de sa voiture. Et la préoccupation majeure, c'est de se recharger. Il a prévu le spectre de A à Z. Ouais. Et moi, les gens que j'interroge, d'ailleurs, quand je suis au Novotel d'Orgeval, les mecs en Tesla arrivent, ils se pluguent, ça reste une demi-heure, ils repartent. Ils sont très contents quand je les interroge, mais pour eux, ils passent un quart d'heure, 20 minutes sur leur PC, ils bossent, tu les vois, ils bossent. Alors, encore une fois, ça représente une frange de personnes Assez marginal, assez en marginal. termes de public. Mais, ouais. mais demain, tu verras, les batteries seront de moins en moins lourdes, de plus en plus efficientes. Moi, j'ai discuté avec le patron de la stratégie climat de chez Total. Total, aujourd'hui, est en train de muter son outil industriel. Mais c'est clair. Ils partent aussi sur l'électrique. Non, mais bien sûr, ils ont racheté Saft. C'est un gros leader mondial de l'électrique. Personne ne le sait. Ils travaillent sur les batteries à électrolyte solide, sous forme de gel. Et en 2030, ils ont une avance considérable sur cette technologie. Ben, Total et Saft te disent, Yannick, des batteries qui durent 30 ans, on sait les faire. Hein, Alors, sur un Mars. autre homme aussi, qui n'a pas l'habitude de taper à côté lorsqu'il s'agit de tirer un penalty, c'est Leclerc. Leclerc qui va proposer une offre pour la Dacia Spring, 5 € par jour
Assurance compris, entretien compris, tout compris. 5 € par jour pour la Spring, 6 € pour la Zoé. C'est viable, c'est tenable. Pourquoi cet engouement déjà pour la Spring? Elle n'est pas sortie et il y a déjà une sacrée attente. Ouais, moi, le modèle économique, je ne le connais pas. Ils sont bien mieux placés que moi pour en parler. Cependant, tu sais, l'automobile vit une révolution, véritablement, une fracture technologique comme elle n'a jamais connue, sauf dans les années 1900. Ça, il faut en être conscient. Il y a des outils en place industriels qu'il faut complètement muter. Ça ne peut pas se faire en 2 minutes. Mais souviens-toi, Pierre, dans les années 95, moi j'éditais un magazine et on faisait de la quadrichromie. On sortait les films cyan, magenta, yellow, ok. Et puis est arrivé le numérique. C'était la révolution. Non, mais attends, moi j'ai mon photograveur, en 1 an, il a acheté tout son matériel qu'il avait acheté 2 ans auparavant. Bah ouais. Les photographes que j'utilisais, moi, qui venaient avec moi sur les reportages, ils avaient des appareils photo argentiques. Du jour où ils sont passés au numérique, effectivement, ils n'étaient pas contents. Non, mais on n'est jamais revenu en arrière. Mais il s'est passé 30 ans. Oui, parce que aussi, alors dans la photographie, le numérique a su proposer en fait tous les choix de l'argentique. Tous les choix, des vitesses de développement, d'obturateur. Ça, technologiquement, ça sans aucun problème pour faire de la photo. Mais derrière, tu oubliais le développement des photos, donc tu avais instantanément tes photos, tu pouvais les traiter. Alors certes, les pixels, les qualités d'image n'étaient pas exceptionnelles, mais ça a évolué. Regarde les images de synthèse, les dessins animés. Dans les années 85-90, les images de synthèse, elles étaient catastrophiques. Mais aujourd'hui, quand tu regardes des films en images de synthèse, les contours, la qualité, non mais les contrastes sont exceptionnels. Et c'est pas pour autant qu'on a abandonné le dessin tel qu'on l'aime. C'est-à-dire qu'on prend toujours le plaisir à voir un Disney ou les Aristochats. Mais c'est comme les vinyles avec les CD. Et on y revient au vinyle. Hein. Mais bien sûr, il faut vivre avec son temps. Il faut accepter d'être flexible, de changer ses habitudes, ce qu'on n'aime pas faire. Et puis encore une fois, là où je suis d'accord avec toi, il faut arrêter de dire aux gens il n'y a que d'électrique et puis pointe à la ligne. C'est pas vrai. Alors, par contre, on a juste un souci sur l'électrique, et ça va être le cas de la Dacia Spring. Ouais. C'est qu'on nous vend toujours un modèle en disant autonomie jusqu'à. Alors que quand on achète une voiture thermique, on nous dit bon, en mixte c'est ça, sur autoroute c'est tant de litres, en ville c'est tant de litres. Alors c'est un indicateur, ça varie 10-20%. Mais là il faut bien expliquer, quand on part sur l'électrique, la variable elle est quand même énorme. Quand on a un véhicule qui est vendu jusqu'à 300 km d'autonomie, ça veut dire ce que ça veut dire. Pour bien faire sûr. 300, il faut rouler très cool. Sinon, c'est 150. Effectivement, je crois qu'il faut considérer la barre de 150 et peut-être que la Dacia va reculer ses frontières à 200 km, je pense, parce qu'elle est très légère. Et ça, c'est un avantage non négligeable et un atout non négligeable. Cependant, il ne faut pas espérer acheter une voiture électrique pour dire je fais 1000 bornes. En tout cas, la voiture électrique, toi, tu y crois un peu? Moi, je ne veux pas marcher à contre-temps et je ne veux pas m'opposer. J'essaie de prendre de la hauteur et Dieu sait, et tu le sais, que je suis passionné de voitures thermiques. Et on en construit une en ce moment pour les loisirs mécaniques. Ouais. Et c'est avec un moteur d'Alpine 300 chevaux. Et c'est pas la même ça chose, fait 800 kg. Non, mais parce que c'est ça qui me fait vibrer. Cependant, je prends de la hauteur par rapport à ce qu'on vit. Et tu sais, les vélos électriques, si tu regardes bien, on est en pleine explosion. Essaie d'acheter un vélo électrique. Il y a 6 mois de délai. Ça veut dire qu'ils répondent à une attente. Les voitures électriques, ce sera de même. Ça va passer, il va se passer un peu de temps. Mais quand on aura énormément de facilité à se plugger, quand on aura des carrosseries à panneaux photovoltaïques, les constructeurs travaillent dessus avec EDF. Dis-toi bien qu'on arrivera à augmenter la capacité de charge et l'autonomie. Et partant de là, on remplira encore plus le besoin. Parce que d'un point de vue dynamique, la voiture offre du couple. Et le couple, les utilisateurs l'ont démontré avec le choix des diesels turbo. Le diesel turbo offrait du couple et c'est devenu 80% du marché automobile national. En fait, pour conclure, on va conclure sur un mix énergétique en fait, dans les années à venir. Pour moi, un vrai mix énergétique dans les 20 prochaines années. Puis peut-être qu'il y aura une technologie qui prendra le pas. Mais dans un premier temps, il va falloir muter l'outil industriel. Il faut aussi être conscient que les constructeurs du jour au lendemain ne peuvent pas acheter leurs usines qui fabriquent des moteurs thermiques. C'est complètement utopique, c'est de l'emploi qu'il y a derrière. Et alors là, bon, évidemment tu ne l'as pas testé, je conduisais, on a été souple, t'en penses quoi? Non mais moi je te vois regarder, je te vois accélérer, ça me semble très facile à conduire. Ah bah en ville, c'est vraiment du plaisir. Mais bien sûr. Partout c'est du plaisir. Oui.
Il manque un peu d'autonomie, mais celle-ci c'est assumé de la part de Honda. Ça a été assumé de pas promettre un véhicule qui va faire 600 bornes d'autoroute. On est sur un véhicule qui permet de remplir les besoins quotidiens. C'est vrai qu'une voiture électrique, si on ne fait pas plus de 60 bornes par jour, franchement... Non mais c'est idéal. Et en périurbain, moi j'en connais beaucoup. Dans mon village, je voyais que ça fleurissait parce que ça répondait à une attente. Donc là encore, je crois qu'à l'avenir, il faut s'y attendre et que ça prenne un peu de volume. Eh bien, merci Yannick d'avoir été Merci, avec Pierre, nous. ouais. Voilà, alors vous pouvez réagir aux propos de Yannick Bayat qui, à la base, n'oubliez pas, est un passionné de toutes les motorisations. En tout cas, je sais que c'est un sujet qui vous touche beaucoup. Je sais que c'est un sujet, l'électrique, sur lequel il y a aussi quelques réticences. Et pourquoi? Eh bien aussi parce qu'on nous force et on nous tord un petit peu le bras. Mais vous voyez, ça donne quand même envie de l'essayer, cette petite voiture électrique, et d'aller voir ce qui se passe dans les autres technologies. Merci Yannick d'avoir été avec nous. Merci Pierre.